Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Au sommaire, Alger donne une nouvelle dynamique à l'IATF. Le montant des contrats conclus lors de la foire du commerce intra-africain a dépassé les 48 milliards de dollars contre 35 lors de la précédente édition en Égypte. Sur décision du président de la République, un fonds d'investissement africain est créé pour financer les entreprises innovantes. Réaction du ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises dans ce journal. À moins de 10 jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale est en visite aujourd'hui dans la wilaya de Médéa. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit aujourd'hui à la demande de l'Algérie concernant les frappes sionistes. À Doha, le Premier ministre qatari appelle à traduire Netanyahou en justice. En France, le blocage persiste après la désignation d'un Premier ministre, Benjamin Lecornu. Serait-ce la fin de la 5e République? Élément de réponse dans ce journal. Et puis sport football, on entame aujourd'hui la 4e journée du championnat de Ligue 1. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. L'événement aura duré toute une semaine. La foire intra-africaine a non seulement atteint mais dépassé les objectifs fixés. 48,3 milliards de dollars, c'est le montant des contrats et des engagements signés. Les organisateurs tablaient sur 44 milliards de dollars. Comment expliquer le succès de cette foire? Élément de réponse avec Mahfoud Kaoubi, économiste. Le succès est par rapport à une organisation qui a été parfaite et des moyens qui ont été mobilisés aussi bien en matière de moyens techniques que d'hébergement, que de logistique, que de systèmes d'information qui ont été mis à la disposition des participants et qui a facilité donc le contact entre les acteurs de cette édition. Cette facilitation, d'ailleurs, a eu comme résultat un nombre très élevé de contrats et de protocoles d'accords signés entre des entreprises africaines afin de développer le commerce intra-africain, mais aussi par rapport à des joint ventures qui ont été liés et qui vont dans le sens d'amélioration de l'intégration en Afrique. Les contrats et les mémorandums d'entente se sont concentrés sur les domaines dans lesquels les entreprises algériennes ont une maîtrise avérée. Mahfoud Kaoubi. Concernant les branches d'activité, donc c'est les branches d'activité dont l'Algérie a des arguments importants en matière de compétitivité, telle la sidérurgie, telle la métallurgie, telle la mécanique, la chimie, la pétrochimie, mais aussi la pharmacie. Donc l'électroménager aussi vient compléter les secteurs qui se sont taillés la part du lion. L'énergie aussi vient s'ajouter aux autres secteurs. Et puis il y a le secteur des startups qui a pu quand même drainer l'intérêt de beaucoup d'acteurs dans ce domaine, aussi bien au niveau africain qu'ailleurs, ce qui permet de prévoir et de présager une nette amélioration de la position des entreprises algériennes sur le marché africain en particulier, mais aussi sur les marchés extérieurs de manière générale. C'était l'économiste Mahfoud Kaoubi contacté par Smaïl Mimouni. Reste à présent à concrétiser ces contrats et même en conclure d'autres. L'IATF a permis de faire la promotion des entreprises algériennes et de faire connaître leur savoir-faire, selon Souhil Gessoum, président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Il s'agit vraiment de concrétiser cette force de l'IATF et aller en force vers les pays africains, concrétiser ces exportations et chiffrer les exportations. Nous parlions d'un objectif à 9-10 milliards de dollars. Nous avons les moyens de viser beaucoup plus loin que les 10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. L'IATF a cet avantage d'avoir créé un buzz en Algérie parmi les industriels. Donc, ils sont unanimes à dire que les portes sont grandement ouvertes aujourd'hui pour aller vers l'exportation de nos produits. Donc, nous commençons à découvrir les atouts, les avantages et les opportunités qu'offre la ZLECAf. Il est vraiment temps d'en bénéficier. Souhil Gessoum salue par ailleurs la décision du président de la République, celle de créer un fonds d'investissement africain.
L'un des axes majeurs qui nous manquait en Algérie, par exemple, c'était les financements. Et donc mettre en place ce type de fonds va vraiment favoriser, va vraiment faciliter la montée en puissance de nos entreprises. Nous voulons aller sur l'Afrique, nous avons besoin d'avoir une santé financière qui soit bonne, surtout des atouts financiers, des pouvoirs financiers qui nous permettent d'aller vers l'Afrique. Mettre en place de tels fonds, que ce soit pour les PME, PMI ou pour les startups, permet réellement de rendre cet aspect très présent. Souheil Gessoum, extrait de l'invité du jour présenté par Nesrine Dahmoun. Le Fonds d'investissement africain va entre autres soutenir une trentaine de startups qui ont participé avec succès à la foire du commerce intra-africain. Réaction du ministre du secteur, Nourdine Wadah, contacté il y a quelques instants par Smaïl Mimouni. Cette grande manifestation africaine s'est achevée hier avec une action concrète au profit de la jeunesse africaine. Et j'ai eu l'immense plaisir d'annoncer la décision de M. le Président de la République de lancer un fonds de financement des startups et des jeunes innovants à l'échelle africaine au niveau de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Le fonds est une vraie opportunité pour les startups africaines qui veulent se développer sur le continent et contribuer à l'économie de leur pays. En parallèle à cela, nous avons déjà un programme de coopération avec l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement au profit des étudiants africains aux universités algériennes et nous comptons organiser un événement dédié à l'innovation africaine en marge du African Startup Conference, la 4e édition, qui sera organisée du 6 au 8 décembre 2025 ici à Alger. Que ce soit les participants, les organisateurs, les patrons des institutions africaines et même les représentants de l'Afreximbank, tous s'accordent à dire que l'IATF d'Alger aura été un succès. Sophia Boukercha. Cette édition illustre la dynamique croissante du commerce intra-africain et montre qu'il ne s'agit plus seulement d'un événement, mais d'une réalité qui s'installe. L'Arbi Latrache, commissaire de l'IATF. Ce rendez-vous a battu tous les records. L'Algérie a mobilisé tous ses moyens afin d'atteindre l'objectif essentiel de ce salon. Il englobe à la fois l'exportation et l'importation. L'Algérie a également importé dans le cadre de ces accords des produits en provenance de pays frères de l'Afrique. Une édition qui confirme l'IATF comme un levier puissant du commerce intra-africain. Jean-Louis Ekra, vice-président du conseil consultatif de l'IATF. Alger a démontré que l'IATF est un outil solide et puissant pour le développement du commerce intra-africain. À l'avenir, je pense que la première priorité doit être de concrétiser les transactions signées, qui représentent environ 50 milliards de dollars, et de s'assurer qu'elles soient effectivement réalisées. De son côté, le secrétaire général de la ZLECA, l'Algérie s'érige désormais comme modèle de réussite pour les prochaines éditions, avec l'ambition de contribuer à doubler le commerce intra-africain d'ici 2035. Wamkele Mene. Nous allons donc mobiliser l'ensemble des protocoles existants, le protocole sur les femmes et les jeunes dans le commerce, le protocole sur l'investissement, ainsi que tous les instruments adoptés par nos chefs d'État pour atteindre l'objectif de doubler le commerce intra-africain d'ici 2035. Une réussite historique qui ouvre la voie à une nouvelle ère pour le commerce intra-africain, affirme Bénédicte Orama, président du conseil d'administration de l'Afreximbank. La réussite que nous avons enregistrée ici en Algérie en termes d'ampleur des accords conclus, près de 50 milliards de dollars, du nombre de participants, environ 120 000 personnes, et du nombre de pays représentés, plus de 130 pays. Les Algériens ont prouvé que rien n'est impossible. Cet accomplissement a préparé le terrain pour la prochaine phase de la foire commerciale intra-africaine. L'Algérie a désormais réussi à en faire une initiative autosuffisante qui soutiendra le commerce intra-africain et portera le développement du continent. Autant de témoignages qui confirment que cette édition marque un tournant décisif plaçant l'Afrique sur la voie d'une intégration commerciale durable et d'un développement partagé. Il est 12h bientôt 39 minutes sur Alger, Chain 3. À quelques jours de la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale a procédé ce jeudi à une visite de travail dans la wilaya de Médéa. Le ministre a inauguré des établissements, inspecté les travaux de rénovation effectués dans certaines écoles et la réalisation de cantines scolaires. À Soukharas aussi, on a profité de la période des vacances pour rénover les écoles. Seul un établissement ne sera pas livré à temps, nous dit notre correspondant Sadaq Bouraoui. En perspective de la nouvelle rentrée sociale 2025-2026, plusieurs infrastructures scolaires seront mises à la disposition des élèves tout paliers confondus, et ce au niveau de plusieurs communes que compte la wilaya, comme il nous est précisé par Zina Abliki, Walid Sougharas qu'on écoute. 3 écoles primaires, 3 CEM et un lycée. Pour le lycée, il est déjà réceptionné. Pour les CEM, il y a le CEM de Bir Bouhouch qui va être réceptionné pour la rentrée. Il y a le CEM de Mashrouha auquel on va enregistrer les
léger retard. Par rapport à la rentrée, c'est un retard d'un mois au grand maximum. Nos enfants pourront se diriger vers ce nouveau CEM. Pour le troisième CEM, nous allons le réceptionner vers le mois de décembre. Pour les 3 autres écoles primaires, le problème ne se pose pas. Ils sont prêts. Ils vont être réceptionnés pour la rentrée scolaire. Il y a eu tout un travail préparatif dès le mois de juin. On a lancé beaucoup de travaux de réhabilitation d'infrastructures scolaires. Donc tout est réglé. Tous les travaux ont été lancés. C'est des travaux qui concernent l'étanchéité, la peinture, le revêtement des cours, l'embellissement. Nos écoles seront prêtes pour la rentrée scolaire. On rappelle que depuis le mois de juin écoulé, les autorités locales ont sillonné les 4 coins de la wilaya pour suivre de près la réalisation de ces infrastructures afin d'assurer une bonne rentrée scolaire. De Sogaras, Sadq Bouraoui pour la GCN 3. Le programme scolaire de la 3e année primaire a été réaménagé. Plus d'anglais, moins de français et plus du tout de géographie. Les volumes horaires attribués aux différentes matières répondent à de nouveaux objectifs pédagogiques. Réaction de Méziane Malienne, pédagogue et ancien syndicaliste. Il est contacté par Soraya Roslan. Je pense que ces réajustements seront bénéfiques pour l'enfant, surtout l'école primaire. Ça va alléger son quotidien scolaire. Il y a certaines matières dont le volume horaire est diminué. Il y a certaines matières aussi qui ont récupéré un peu plus de volume horaire. La matière qui a été supprimée, c'est la géographie. Il peut l'étudier plus tard. On a diminué la langue française pour augmenter la langue anglaise. Et on l'a toujours dit qu'il faut revoir les objectifs pédagogiques à long terme et non pas à court terme. Mais au lieu de les acquérir pendant 4 ans, pendant 3 ans, ça va vraiment surcharger l'enfant. On va étaler ses connaissances sur 6 ans, 7 ans. C'est-à-dire ce qui n'a pas acquis à l'école primaire, il peut l'acquérir au collège. Ce qui n'a pas acquis au collège, il peut l'acquérir au lycée. Ceci donc concernant la prochaine rentrée scolaire. Il y a eu hier réunion du gouvernement. Le retour à présent sur les principaux dossiers examinés par l'exécutif avec Linda Bouhadma. Le gouvernement a étudié la feuille de route pour renouveler le parc national de bus avec l'importation de 10 000 nouveaux bus pour remplacer les anciens qui dépassent les 25-30 ans. Cette mesure a pour objectif d'améliorer la mobilité des Algériens et encourager la production nationale. Dans le même contexte, un exposé sur l'état des autoroutes a été présenté avec un accent particulier mis sur les opérations d'entretien, de réhabilitation et de modernisation, en privilégiant une approche globale de gestion et de maintenance de ce type d'infrastructure essentielle. Quant au secteur des télécommunications, l'exécutif a examiné 3 projets de décret à l'approbation de licences pour l'exploitation de réseaux de 5e génération et la fourniture de services à ATM Mobilis, Optimum Télécom Algérie et Watania Télécom Algérie. Le gouvernement a aussi écouté une communication sur la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt 2025 et du bilan provisoire des incendies, une campagne active jusqu'à la fin de la saison. Au Qatar, les funérailles des victimes de l'attaque sioniste se tiennent ce jeudi. Le Premier ministre du Qatar affirme que Netanyahou doit être traduit en justice. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui à la demande de l'Algérie, du Pakistan et de la Somalie. Il y a cependant de fortes chances que les États-Unis imposent encore une fois leur veto. Kamal Benyounès, politologue tunisien, contacté par Soraya Roslan. C'est très important d'appeler le Conseil de sécurité de l'ONU. Et s'il y aurait un veto américain, comme toujours, il faudrait aussi s'adresser à l'Assemblée générale des Nations unies. On a eu l'expérience quand il y avait l'agression israélienne contre le siège de l'OLP à Tunis en 1985. À l'époque, la Tunisie avait recouru au Conseil de sécurité et il y avait même une menace, puisque le chef de l'État tunisien à l'époque, Bourguiba, a dit que si les Américains utilisent le droit de veto, on va fermer l'ambassade américaine à Tunis. Et les États-Unis s'étaient abstenus. Il faudrait une pression de nouveau au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations unies, soutenue par les pays arabes, les 57 pays membres de l'OCI, les pays africains, les pays de l'Amérique latine. Il faut finir avec cette logique de banditisme qu'on voit depuis longtemps et surtout depuis 2 ans où on voit tous les jours des assassinats et des massacres un peu partout, surtout en Palestine et au Liban. Les massacres justement se poursuivent à Gaza. 16 civils ont été tués durant la nuit dans différentes régions de l'enclave. Durant ces dernières 24 heures, les forces d'occupation sionistes ont également arrêté au moins 30 Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Une personne a également été tuée ce matin dans une attaque de drone de l'armée d'occupation sioniste dans le sud du Liban, selon le ministère libanais de la Santé. La suite
du journal, la France s'enlise dans une crise politique et économique chronique. Le gouvernement ou les gouvernements s'enchaînent sans pour autant parvenir à une sortie de crise. Un nouveau Premier ministre a été nommé hier, Benjamin Lecornu, qui a promis des ruptures, mais sans gouvernement ni budget. La tâche s'annonce compliquée. Serait-ce tout simplement la fin de la 5e République? Décryptage de Amazit Bouchalfa, spécialiste en histoire. Il est contacté par Soraya Roslan. La 5e République a pris de la bouteille. Elle a vieilli, a presque 70 ans, qui a duré de plus longtemps de temps depuis la Révolution française. Ça a fonctionné depuis 58, d'abord avec une constitution que, dont l'auteur, qui n'est autre que Charles de Gaulle, a tracé des grandes lignes, il a fait à sa mesure, à sa dimension et à la dimension des ambitions de la France de 1958. C'est un binaire qui a présidé au cheminement de la France depuis jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Macron est arrivé à la suite de l'échec de plusieurs de ses prédécesseurs. Donc il arrive avec sa jeunesse. Sa jeunesse a donné l'illusion qu'il y avait des choses, des propositions nouvelles. La France allait enfin prendre la tête de l'Europe avec des jeunes. Ça n'a pas été le cas. Au Népal, le président a assuré aujourd'hui faire tous les efforts nécessaires pour trouver aussi vite que possible une solution à la crise causée par la démission du Premier ministre au lendemain des émeutes meurtrières qui ont ébranlé le pays. Aux États-Unis, les autorités ont lancé une chasse à l'homme pour retrouver le tueur présumé du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk, un fidèle allié du président Trump, assassiné par balle pendant une réunion publique sur le campus d'une université de l'Utah. Kirk, voix majeure de la jeunesse pro-Trump aux États-Unis, pilotait des podcasts les plus écoutés du pays et organisait régulièrement des joutes oratoires sur les campus universitaires. On arrive au sport. Ali Hamouche, bonjour. Bonjour, Séa. Le football, d'abord avec la 4e journée du championnat de Ligue 1 qui débute aujourd'hui. Avec 2 matchs au programme, à partir de 17h45, ce choc à l'est du pays entre l'Entente de Sétif, qui occupe pour le moment la 10e place au classement, qui accueillera le CS Constantine, 2e au classement. Ça sera à partir de 17h45 au stade du 8 mai 45 de Sétif. Et à 19h, cette belle affiche entre l'Espérance de Mostaganem qui accueillera le nouveau promu, le MB Ruisset, également 2e au classement. Ça sera à partir de 19h. Et cette 4e journée qui se poursuivra demain avec 3 matchs au programme. ES Benaknoun Parado Athletic Club, Olympique Akbou face au Mouloudia d'Alger, l'Olympique de Akbou qui occupe la tête du classement. Et enfin à 19h, cette belle rencontre entre le Mouloudia d'Oran et la JS Kabylie. Et cette 4e journée prendra fin ce samedi avec 3 autres matchs au programme. Aïsso Chlef Mouloudia d'Albayet, Chabab Riadi de Belouizdad, JS Saoura, USM Alger, USM Khenchla. C'est le retour de la Ligue 2 ce week-end. Ça sera à partir de samedi dans les 2 groupes. Donc, ce sera une journée quasiment complète dans les 2 groupes. On suivra avec attention les nouveaux promus avec le retour en Ligue 2 du Mouloudia de Béjaïa qui accueillera à domicile le MSP Betna. Ça, c'est pour le groupe Centre-Est. Et dans le groupe Ouest, le retour également en Ligue 2 du Wydad de Tlemcen qui jouera en déplacement face au Nasr Hussein. Une rencontre qui se jouera à huis clos. On termine avec le cyclisme et le Tour d'Espagne. Avec la 18e étape aujourd'hui qui débutera dans quelques instants avec un contre-la-montre qui s'étalera sur 27 km au niveau de la ville de Valladolid. Et on rappellera que pour le moment, c'est le Danois Jonas Vingegaard qui est en tête du classement avec 48 secondes sur le Portugais Almeida. Et hier, la 17e étape qui a été remportée par le jeune grimpeur italien Giulio Pellizzari. Et on reste avec la Vuelta, mais pour parler d'un autre aspect, à savoir les manifestations pro-palestiniennes qui se poursuivent quotidiennement à chaque étape de la Vuelta. D'ailleurs, ça a fait réagir le gouvernement espagnol, le porte-parole du gouvernement espagnol qui a tout simplement demandé d'appliquer aux équipes de l'État sioniste le même traitement que celui appliqué aux équipes russes qui, depuis l'invasion de l'Ukraine, qui sont interdites de participer à cette compétition. Donc, il a tout simplement demandé à ce que l'équipe représentante de l'État sioniste soit exclue. Il ne peut plus participer à la Vuelta dorénavant. Donc, et on rappellera donc que les étapes qui sont caractérisées, qui sont marquées par ce élan de soutien pro-palestinien au quotidien.
Merci Ali Hamouche, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou et Amine Segni étaient à la réalisation, Yassine à la technique, Houssine à la régie d'antenne. Vous avez rendez-vous tout de suite avec Amine Mouniel. J'oublie pas l'autre Yassine au streaming vidéo Amine Mouniel pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3.